Le silence dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale française est si épais qu'on pourrait le trancher au couteau. Mais ce n'est pas un silence de recueillement, c'est le calme menaçant qui précède l'orage, cette tension électrique qui annonce l'explosion imminente. Nous sommes le 26 novembre 1974 et dans quelques secondes, ce temple de la République va se transformer en arène romaine. Au centre de cette arène, une femme se tient debout à la tribune. Simone Veil, 57 ans, ministre de la Santé depuis seulement 6 mois. Face à elle, 490 députés, presque exclusivement des hommes, la fixent comme des prédateurs guettant leur proie. Elle sait ce qui l'attend. Elle sait qu'elle s'apprête à prononcer les mots qui vont déchaîner contre elle une haine d'une violence inouïe. Mais elle commence quand même, d'une voix claire et ferme, à présenter son projet de loi sur l'interruption volontaire de grossesse. L'explosion ne tarde pas. Les premiers murmures hostiles enflent rapidement pour devenir un grondement sourd, puis un vacarme assourdissant. Les injures fusent de toutes parts, ricochent sur les murs de marbre, se multiplient en échos vengeurs. Un député se lève et hurle qu'elle organise un génocide des innocents. Un autre la compare aux médecins nazis qui pratiquaient des expériences dans les camps. Les mots frappent comme des coups de fouet. Meurtrière, criminelle, bourreau d'enfants. L'ironie de cette dernière accusation est d'une cruauté absolue, car sur l'avant-bras gauche de cette femme qu'on traite de nazie, sous la manche de son tailleur sobre, se trouve tatoué le numéro 78 651. Le numéro qu'on lui a gravé dans la chair à Auschwitz 30 ans plus tôt. Les heures passent et la violence verbale ne faiblit pas. Au contraire, elle s'intensifie. Les députés les plus virulents brandissent des photos de fœtus. Certains agitent des chapelets. D'autres citent les Écritures saintes comme des armes de guerre. Dans les tribunes du public, des manifestants scandent des slogans. Certains prient à haute voix, d'autres pleurent de rage. La salle entière semble possédée par une fureur collective, une hystérie qui dépasse tout ce que l'Assemblée a connu depuis des décennies. Et au milieu de ce chaos, Simone Veil reste immobile, droite, imperturbable. Son visage ne trahit aucune émotion, même quand un député lui lance que les femmes qui avortent sont des putains qui méritent la prison. Même quand un autre évoque les millions d'enfants français qui ne naîtront jamais par sa faute. Même quand on lui prédit qu'elle brûlera en enfer pour ce crime contre l'humanité. Comment fait-elle pour tenir? Comment cette femme, seule contre tous dans cette arène déchaînée, trouve-t-elle la force de ne pas plier, de ne pas fuir, de ne pas s'effondrer sous le poids de tant de haine? Les observateurs présents ce jour-là raconteront plus tard avoir été frappés par quelque chose d'inexplicable dans son attitude. Une force intérieure qui semblait venir d'ailleurs, d'au-delà de la simple détermination politique. Le débat va durer 25 heures au total, réparties sur 3 jours et 3 nuits. 25 heures pendant lesquelles Simone Veil va subir un déferlement de violence verbale d'une intensité rarement égalée dans l'histoire parlementaire française. Les lettres de menaces affluent à son bureau par centaines. Des croix gammées sont dessinées sur les murs de son ministère. Sa famille reçoit des appels anonymes promettant les pires représailles. Dans la rue, des manifestants la traitent de tueuse d'enfants. Et pourtant, elle ne cède pas. Elle répond avec calme, avec précision, avec une humanité qui contraste de manière saisissante avec la brutalité qu'on lui oppose. Elle cite des chiffres, rappelle des faits, évoque le sort tragique des femmes qui meurent chaque année d'avortements clandestins. Elle parle de justice sociale, de santé publique, de dignité humaine. Face aux insultes, elle oppose la raison. Face à la haine, elle oppose la compassion. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui pousse cette femme qui a déjà tant souffert dans sa vie à s'infliger volontairement ce nouveau calvaire? Pourquoi accepte-t-elle d'endurer ces attaques d'une violence inouïe, ces comparaisons obscènes avec les bourreaux qui ont assassiné sa famille?
Qu'est-ce qui peut bien valoir la peine de subir un tel déferlement de haine? Pour comprendre ce qui anime Simone Veil en ces heures terribles, pour saisir la source de cette force surhumaine qui lui permet de tenir debout dans cette tempête, il faut remonter le temps. Il faut retourner 30 ans en arrière, dans l'enfer d'où elle a émergé. Car c'est là, dans les ténèbres absolues d'Auschwitz-Birkenau, que s'est forgé le métal dont elle est faite. C'est là qu'elle a appris que survivre n'est pas suffisant, qu'il faut transformer sa souffrance en combat. Que la vraie victoire sur le mal, c'est de consacrer sa vie à défendre la dignité humaine, précisément parce qu'on a vu jusqu'où peut aller sa négation. Cette femme qui affronte la meute déchaînée de l'Assemblée nationale n'est pas une simple ministre défendant une réforme. C'est une survivante de l'Apocalypse qui a fait le serment de ne plus jamais laisser l'injustice triompher sans combattre. Et pour comprendre d'où lui vient cette détermination absolue, il nous faut plonger dans l'abîme dont elle a ressurgi, portant en elle une vérité terrible. Quand on a connu l'enfer sur terre, on n'a plus peur de rien. Surtout pas des hommes en costume qui croient pouvoir vous briser avec des mots. La Côte d'Azur, en 1943, ressemble encore à une carte postale. Nice, avec ses palmiers et sa promenade des Anglais, maintient l'illusion d'une normalité qui n'existe plus nulle part ailleurs en Europe. Pour la famille Jacob, installée dans un appartement lumineux avec vue sur la mer, la guerre semble presque abstraite. André Jacob, architecte respecté, a choisi cette ville après avoir compris que Paris devenait dangereux pour les Juifs. Sa femme Yvonne et leurs 4 enfants vivent dans cette bulle méditerranéenne où le soleil continue de briller comme si le monde n'était pas en train de s'effondrer. Simone, la cadette des filles, a 16 ans. C'est une adolescente brillante, passionnée de littérature, qui dévore les classiques dans la bibliothèque familiale. Elle rêve de devenir avocate, ce qui fait sourire son père. Une femme avocate, en France, c'est encore une rareté. Mais il encourage ses ambitions. Dans cette famille juive assimilée, laïque, profondément française, on croit au progrès, à la République, à l'éducation comme voie d'émancipation. Cette illusion de sécurité vole en éclats le 30 mars 1944. Il est 7 heures du matin quand les coups violents contre la porte réveillent toute la famille. La Gestapo. 2 officiers allemands et des miliciens français. Ils ont des listes. Le nom de Simone y figure, ainsi que ceux de sa mère et de sa sœur. Son père et son frère sont arrêtés le même jour lors d'un contrôle dans la rue. Ils ne se reverront jamais. Le voyage vers l'enfer commence dans des wagons à bestiaux. 75 personnes entassées dans un espace prévu pour 8 chevaux. Pas d'eau, pas de nourriture, un seau dans un coin pour les besoins. L'odeur devient rapidement insoutenable. Les enfants pleurent, les vieillards s'effondrent. Certains meurent debout, compressés par la masse humaine. Le trajet dure 3 jours et 3 nuits. Simone serre la main de sa mère, Yvonne, qui murmure des mots de réconfort, alors qu'elle-même tremble de terreur. L'arrivée à Auschwitz-Birkenau, dans la nuit du 15 avril, est une descente aux enfers orchestrée avec une précision industrielle. Les portes du wagon s'ouvrent sur un chaos organisé. Des chiens aboient, des projecteurs aveugles, des SS hurlent des ordres en allemand. La sélection se fait sur le quai. Un officier, d'un simple mouvement de canne, décide qui vit et qui meurt. À gauche, les chambres à gaz. À droite, le camp de travail. Simone, sa mère et sa sœur passent à droite. Elles ne le savent pas encore, mais elles viennent d'échapper à une mort immédiate que subissent, ce soir-là, plus de la moitié des déportés de leur convoi. C'est alors qu'on grave dans la chair de Simone ce qui deviendra sa nouvelle identité. 78 651.
Plus de nom, plus de prénom, juste un numéro tatoué à l'encre bleue sur l'avant-bras gauche. La déshumanisation est méthodique. On leur rase la tête, on leur arrache leurs vêtements, on les force à enfiler des haillons rayés qui puent la mort. En quelques heures, ces femmes qui vivaient dans un appartement bourgeois de Nice sont transformées en spectres. Le quotidien à Birkenau défie toute description. Le réveil à 4 heures du matin. L'appel interminable dans le froid glacial, debout pendant des heures. La soupe claire qui n'est que de l'eau sale avec quelques épluchures. Le pain moisi qu'on garde précieusement contre soi. Le travail forcé qui brise les corps. Les coups de matraque qui pleuvent sans raison. Les pendaisons publiques pour l'exemple. L'odeur permanente des crématoires qui fonctionnent jour et nuit. Mais c'est la faim qui domine tout. Une faim qui ronge, qui obsède, qui rend fou. Simone voit des femmes se battre pour une croûte de pain. Elle voit des mères voler la nourriture de leurs propres enfants. Elle voit l'humanité se dissoudre sous ses yeux. Et pourtant, quelque chose en elle refuse de céder. Peut-être est-ce la présence de sa mère, qui continue malgré tout à se comporter avec dignité. Peut-être est-ce cette rage sourde de ne pas donner à ses bourreaux la satisfaction de la voir brisée. Les mois passent dans cet enfer quotidien. L'été torride où la soif devient torture. L'automne où les premières sélections pour les chambres à gaz se multiplient. L'hiver où le froid tue autant que la faim. Simone apprend à survivre. Elle apprend à voler de la nourriture sans se faire prendre. Elle apprend à éviter les coups. Elle apprend à paraître plus forte qu'elle ne l'est lors des sélections, pour ne pas être envoyée à la mort. En janvier 1945, devant l'avancée de l'armée rouge, les nazis évacuent le camp. C'est la marche de la mort vers Bergen-Belsen. Des milliers de détenus squelettiques forcés de marcher dans la neige, sans nourriture, sans repos. Ceux qui tombent sont abattus sur place. Simone soutient sa mère qui n'a plus que la peau sur les os. Yvonne Jacob, cette femme cultivée qui organisait des dîners mondains à Nice, n'est plus qu'une ombre. Mais elle marche. Elle marche parce que sa fille la porte presque. Bergen-Belsen est, si c'est possible, encore pire qu'Auschwitz. Plus de chambres à gaz ici, mais le typhus, la dysenterie, la famine absolue. Les morts s'entassent partout. Les vivants n'ont plus la force de les enterrer. C'est là, dans cet enfer ultime, qu'Yvonne Jacob s'éteint, quelques jours seulement avant l'arrivée des troupes britanniques. Simone tient sa mère mourante dans ses bras, impuissante, ravagée par une douleur qui dépasse tout ce qu'un être humain devrait endurer. Le 15 avril 1945, exactement un an après son arrivée à Auschwitz, Simone est libérée par l'armée britannique. Elle pèse 35 kilos. Elle est atteinte du typhus. Elle est orpheline. Sur les 76 000 Juifs déportés de France, seuls 2 500 survivront. Elle est l'une d'eux. Mais ce qui s'est passé dans ces camps a gravé en elle bien plus qu'un numéro sur le bras. C'est toute une vision du monde qui s'est forgée dans cet enfer, la certitude absolue que la dignité humaine est la seule chose qui mérite qu'on se batte, la conviction que face à l'injustice, le silence est complicité, la compréhension viscérale que les droits humains ne sont jamais acquis, qu'ils peuvent disparaître du jour au lendemain si personne ne les défend. Cette adolescente qui rêvait de devenir avocate dans la douceur niçoise est morte à Auschwitz. Celle qui en est revenue porte en elle une mission qu'elle ne formulera que bien plus tard, mais qui guidera chacun de ses pas. Plus jamais elle ne laissera l'inhumanité triompher sans combattre. Plus jamais elle ne détournera le regard face à la souffrance. Cette promesse muette, scellée dans le sang et la cendre de Birkenau, deviendra le moteur de toute son existence. Le train qui ramène Simone Jacob à Paris en mai 1945 traverse une France en liesse. Partout,
Des drapeaux tricolores flottent aux fenêtres. Les gens dansent dans les rues. La guerre est finie. La vie reprend. Mais pour cette jeune femme de 18 ans qui regarde défiler le paysage, le décalage est vertigineux. Comment ces gens peuvent-ils rire alors que des millions de morts pourrissent encore dans les fosses communes de Pologne? Comment peuvent-ils faire la fête alors qu'elle porte encore dans sa chair l'odeur des crématoires? L'appartement familial de Nice n'existe plus. Pillé, confisqué, revendu. Son père André et son frère Jean ont disparu quelque part en Lituanie, assassinés dès leur arrivée. Sa sœur Milou a survécu, mais quelque chose en elle s'est brisé définitivement. Les deux orphelines sont recueillies par une tante à Paris. Simone dort dans un vrai lit pour la première fois depuis plus d'1 an. Elle peut manger à sa faim, prendre un bain, porter des vêtements propres. Ces gestes simples lui semblent irréels. Mais le plus dur, c'est le silence. Personne ne veut entendre ce qu'elle a vécu. Quand elle commence à raconter Auschwitz, les regards se détournent. On change de sujet. On lui dit qu'il faut oublier, regarder vers l'avant. Même les autorités minimisent. Les déportés raciaux sont noyés dans la masse des prisonniers de guerre et des déportés politiques. Comme si tous avaient vécu la même chose, comme si les chambres à gaz n'étaient qu'un détail. Simone comprend vite qu'elle doit se taire, que son expérience dérange, que la France veut se raconter une histoire de résistance héroïque, pas de collaboration et de déportation. Alors, elle enfouit Auschwitz au plus profond d'elle-même. Elle décide de vivre, non pas malgré les morts, mais pour eux. Pour sa mère, qui lui murmurait de tenir bon. Pour son père, qui croyait au progrès. Pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de revenir. L'inscription à la faculté de droit de la Sorbonne est son premier acte de résurrection. Dans les amphithéâtres bondés, au milieu d'étudiants insouciants qui n'ont connu de la guerre que les restrictions, elle réapprend à être humaine. Le droit l'attire comme un aimant. Pas le droit abstrait des théoriciens, mais le droit comme rempart contre l'arbitraire, comme protection des faibles contre les forts. Chaque article du Code civil qu'elle mémorise est une pierre de plus dans la muraille qu'elle dresse contre la barbarie. C'est dans les couloirs de Sciences Po qu'elle rencontre Antoine Veil, un étudiant brillant, issu d'une famille juive, elle aussi décimée par la guerre. Il a combattu dans la résistance, elle a survécu au camp. Il ne parle jamais de ces années noires, mais une compréhension muette les unit. Quand il la demande en mariage, en 1946, elle accepte. Non par amour fou, mais par besoin vital de reconstruire, de créer une famille, de prouver que les nazis n'ont pas gagné. Le mariage est célébré dans l'intimité, pas de grande fête. Comment danser quand on a vu des orchestres jouer pendant que des enfants marchaient vers les chambres à gaz? Mais c'est un mariage heureux malgré tout. Antoine devient son ancre. Il la soutient quand les cauchemars la réveillent en sueur. Il ne pose pas de questions quand elle cache son avant-bras tatoué sous des manches longues, même en plein été. Il accepte ce silence qui entoure les années volées. Les enfants arrivent vite. Jean en 1947, Claude Nicolas en 1948, Pierre-François en 1954. 3 fils qui portent l'avenir. Simone se jette dans la maternité avec une intensité farouche. Chaque sourire de ses enfants est une victoire sur la mort. Chaque étape de leur croissance est un démenti aux théories raciales qui voulaient l'exterminer. Elle ne leur parle jamais d'Auschwitz. Elle veut les protéger de cette noirceur, qu'ils grandissent dans la lumière. Mais être mère au foyer ne lui suffit pas. Cette rage de vivre qu'il habite depuis Bergen-Belsen a besoin d'un exutoire plus vaste. En 1954, elle passe le concours de la magistrature. C'est un pari audacieux. Les femmes juges sont rarissimes en France. Les places sont chères et disputées. Mais Simone a un avantage sur ses concurrents. Elle a survécu à l'enfer. Un examen, aussi difficile soit-il, ne peut pas l'impressionner. Elle réussit brillamment. La voilà magistrate, d'abord
au parquet, puis dans l'administration pénitentiaire. C'est là, dans les prisons françaises, qu'elle retrouve quelque chose qui lui rappelle douloureusement les camps. Non pas la même horreur, bien sûr, mais cette même négation de la dignité humaine. Les cellules surpeuplées, les conditions d'hygiène déplorables, les détenus traités comme des sous-hommes. Elle, qui a connu l'arbitraire absolu, ne peut pas accepter que la République reproduise, même à une échelle infiniment moindre, ces mécanismes de déshumanisation. Son combat pour l'amélioration des conditions carcérales devient sa première bataille publique. Elle visite les prisons, elle documente les abus, elle rédige rapport sur rapport. Elle affronte les directeurs d'établissements, les syndicats de gardiens, les politiques qui trouvent qu'elle en fait trop pour ces criminels. Mais elle tient bon. Pour elle, le test d'une société civilisée, c'est la façon dont elle traite ses prisonniers. C'est la leçon d'Auschwitz retournée comme un gant. Ses supérieurs sont impressionnés par sa ténacité, sa rigueur, son refus de tout compromis avec l'injustice. Son nom commence à circuler dans les couloirs du ministère de la Justice. Cette femme a quelque chose de différent. Une autorité naturelle qui n'a rien à voir avec l'arrogance. Une force tranquille qui impose le respect. On murmure qu'elle ira loin. En 1970, elle devient la première femme secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. Un poste prestigieux qui la place au cœur du système judiciaire français. Elle a 43 ans. Elle a construit une carrière exceptionnelle. Elle pourrait s'en contenter. Mais ce feu qui brûle en elle depuis Birkenau ne s'éteint pas. Au contraire, chaque victoire lui donne plus de force pour le combat suivant. Elle ne le sait pas encore, mais elle est sur le point d'être propulsée sur une scène bien plus vaste et dangereuse. Un nouveau président vient d'être élu, un certain Valéry Giscard d'Estaing, qui cherche des personnalités hors du sérail politique pour moderniser la France. Le nom de Simone Veil est sur son bureau. Une femme, une magistrate, une survivante. Exactement le profil qu'il cherche pour porter une réforme qui fait trembler la classe politique depuis des années. Une réforme que personne n'a encore osé mener à son terme tant elle déchaîne les passions et les haines. Le téléphone sonne dans le bureau de Simone Veil au Conseil supérieur de la magistrature en ce matin de mai 1974. La voix à l'autre bout du fil est celle d'un conseiller de l'Élysée. Le président Valéry Giscard d'Estaing, élu il y a quelques jours seulement, souhaite la rencontrer. Urgent, confidentiel. Simone raccroche, perplexe. Elle n'a jamais fait de politique. Elle n'appartient à aucun parti. Que peut bien lui vouloir ce jeune président qui vient de battre les gaullistes avec sa promesse de moderniser la France? Le bureau présidentiel est baigné de lumière quand elle y pénètre, 2 jours plus tard. Giscard d'Estaing, 48 ans, l'accueille avec ce mélange de charme et d'autorité qui fait sa marque. Il ne perd pas de temps en circonvolution. Il veut faire entrer la France dans la modernité. Il veut des femmes au gouvernement. Pas pour la forme, mais pour changer vraiment les choses. Et il veut qu'elle devienne ministre de la Santé. Simone est stupéfaite. Elle, ministre, elle n'a aucune expérience politique. Elle ne connaît pas les codes de ce monde brutal où les coups bas sont la norme. Elle commence à énumérer toutes les raisons pour lesquelles c'est une mauvaise idée. Mais Giscard l'interrompt. C'est justement parce qu'elle n'est pas une politicienne qu'il la veut. Sa carrière de magistrate parle pour elle. Son intégrité est incontestable. Et puis, ajoute-t-il avec un sourire énigmatique, il a un dossier particulièrement délicat à lui confier. Un dossier que tous les politiques fuient comme la peste. L'avortement. Le mot tombe comme une bombe dans le silence feutré du bureau présidentiel. Depuis des années, la France vit dans une hypocrisie monstrueuse. La loi de 1920 interdit et punit l'interruption de grossesse. Mais chaque année, des centaines de milliers de femmes avortent clandestinement. Les riches partent en Angleterre ou en Suisse. Les pauvres se retrouvent chez des faiseuses d'anges, risquant l'hémorragie,
l'infection, la mort. Le mouvement pour la libération des femmes réclame le changement. L'Église catholique menace les foudres divines sur quiconque touchera à la loi. Les politiques se renvoient la patate chaude depuis une décennie. Giscard veut que ce soit elle qui porte cette réforme. Une femme, une mère de famille, une personnalité au-dessus de tout soupçon. Il ne lui cache pas que ce sera l'enfer, que l'opposition sera féroce, que même dans son propre camp, beaucoup s'opposeront au projet. Mais il pense qu'elle a les épaules pour tenir. Qu'est-ce qui lui fait croire cela? Il ne le dit pas, mais son regard glisse furtivement vers son avant-bras gauche, comme s'il savait ce qui se cache sous la manche. Simone demande 24 heures de réflexion. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle pense aux femmes qui meurent dans des arrière-boutiques sordides. Elle pense à cette jeune fille de 16 ans dont elle a lu le dossier, morte d'une septicémie après un avortement au cintre. Elle pense à l'injustice sociale criante qui permet aux unes de s'en sortir et condamne les autres. Et surtout, elle pense à sa mère, à Auschwitz, qui lui murmurait de survivre pour témoigner, pour agir, pour que plus jamais l'injustice ne triomphe. Au matin, sa décision est prise. Elle accepte. Antoine la soutient, même s'ils mesurent le prix qu'ils vont payer. Leurs fils sont inquiets. Ils savent que leur mère va devenir une cible. Mais Simone a connu pire que les menaces des bien-pensants. Elle a regardé la mort en face. Elle n'a plus peur de grand-chose. La nomination fait l'effet d'une bombe. Simone Veil, ministre de la Santé. Les journaux s'interrogent. Qui est cet inconnu? Les milieux politiques ricanent. Une novice. Elle va se faire dévorer. Les associations féministes espèrent. Les conservateurs fourbissent déjà leurs armes. Dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les députés de la majorité sont catastrophés. Giscard a-t-il perdu la tête? Confier le dossier de l'avortement à une débutante. Les premiers mois au ministère sont un baptême du feu. Simone découvre la brutalité du monde politique, les coups fourrés, les trahisons, les faux amis qui vous sourient avant de vous planter un couteau dans le dos. Mais elle découvre aussi qu'elle a des atouts insoupçonnés. Sa formation de magistrate lui permet de maîtriser rapidement les dossiers techniques. Son expérience dans l'administration pénitentiaire lui a appris à négocier avec des interlocuteurs hostiles. Et surtout, elle a cette qualité rare en politique, elle dit ce qu'elle pense et elle fait ce qu'elle dit. L'été 1974 est consacré à la préparation du projet de loi. Simone et son équipe travaillent jour et nuit. Il ne s'agit pas de légaliser l'avortement à tout va, mais d'encadrer une pratique qui existe de toute façon, de la sortir de la clandestinité, de protéger la santé des femmes. Le texte est équilibré, prudent même. 10 semaines de délai maximum. Un parcours médical obligatoire. Une clause de conscience pour les médecins. Mais Simone sait que même ces garde-fous ne calmeront pas l'opposition. Les premières attaques arrivent avant même que le texte soit finalisé. Des fuites organisées déforment le contenu du projet. Les journaux catholiques parlent de génocide programmé. Les associations familiales traditionnelles mobilisent leurs troupes. Des lettres d'insultes commencent à arriver au ministère. Certaines contiennent des menaces de mort. D'autres, plus perverses, incluent des photos de fœtus avec son visage collé dessus. Le plus dur vient de son propre camp. Les députés de la majorité, censés la soutenir, multiplient les déclarations hostiles. Certains annoncent publiquement qu'ils voteront contre. D'autres exigent des modifications qui videraient le texte de sa substance. Même le Premier ministre, Jacques Chirac, prend ses distances, laissant entendre que c'est l'affaire de Giscard et de sa ministre, pas la sienne. En octobre, le projet de loi est prêt. Simone sait qu'elle va devoir le défendre seule, ou presque. Les sondages montrent une opinion publique divisée.
L'Église mobilise ses ouailles. Des manifestations s'organisent. Dans son bureau, tard le soir, elle relit son discours de présentation. Elle pense à toutes ces femmes anonymes qui comptent sur elle. Elle pense aussi à ses détracteurs qui l'attendent au tournant. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. Elle, qui a survécu à la tentative d'extermination des Juifs d'Europe, va devoir affronter des accusations de meurtre de masse. Elle, qui porte sur son bras la marque de la barbarie nazie, va être comparée au bourreau d'Auschwitz. Le niveau de perversité de ce retournement la blesse plus qu'elle ne veut l'admettre, mais il renforce aussi sa détermination. Si elle a survécu à l'enfer, ce n'est pas pour reculer devant l'obscurantisme et l'injustice. Dans les couloirs sombres de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le professeur Paul Millier guide Simone Veil à travers un dédale de salles surchargées. Nous sommes en septembre 1974 et ce médecin respecté a accepté de lui montrer ce que personne ne veut voir. Les victimes des avortements clandestins. Dans le service de gynécologie, une jeune femme de 22 ans agonise. Perforation de l'utérus, septicémie. Elle a tenté d'avorter avec une aiguille à tricoter. Elle laissera 3 orphelins. Plus loin, une adolescente de 15 ans, le ventre gonflé par une péritonite. Victime d'une faiseuse d'ange qui opérait dans une cave de banlieue avec des instruments rouillés. Elle survivra, mais ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Dans le lit suivant, une mère de famille nombreuse, épuisée par 8 grossesses successives. Elle a avalé des décoctions d'herbes censées provoquer une fausse couche. Résultat, empoisonnement grave et hémorragie interne. Le professeur Millier énumère les chiffres avec la froideur clinique du scientifique, mais sa voix tremble de colère contenue. Chaque année en France, entre 300 et 400 femmes meurent des suites d'avortements clandestins. Des milliers d'autres restent mutilées à vie. Les services d'urgence en reçoivent toutes les nuits. Les plus chanceuses, celles qui ont de l'argent, partent à Londres, où l'avortement est légal depuis 1967. Un billet d'avion, une clinique propre, et l'affaire est réglée. Les autres jouent à la roulette russe avec leur vie. Simone Veil écoute, observe, enregistre chaque détail. Ces femmes allongées dans leur lit d'hôpital lui rappellent d'autres femmes dans d'autres lits, à Bergen-Belsen. La même injustice, la même souffrance évitable, la même indifférence de la société. Mais ici, ce n'est pas une idéologie meurtrière qui tue, c'est l'hypocrisie d'une loi obsolète qui ferme les yeux sur la réalité. Les chiffres qu'elle compile dans son bureau du ministère donnent le vertige. Entre 600 000 et 800 000 avortements clandestins par an en France. C'est un secret de polichinelle que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle. Les médecins ferment les yeux, les pharmaciens vendent sous le manteau des substances abortives, les sages-femmes orientent discrètement vers des adresses. Tout un système parallèle s'est mis en place, avec ses profiteurs et ses victimes. Le scandale de Bobigny, 2 ans plus tôt, a mis cette réalité sous les projecteurs. Une adolescente de 16 ans, violée, avortée clandestinement, puis traînée devant les tribunaux. Son avocate, Gisèle Halimi, avait transformé le procès en tribune contre l'absurdité de la loi. L'opinion publique avait été ébranlée. Mais les politiques avaient fait le dos rond, espérant que l'orage passe. Simone Veil refuse de laisser l'orage passer. Elle accumule les témoignages. Celui de cette institutrice qui raconte comment elle a dû emprunter l'équivalent de 6 mois de salaire pour partir avorter en Angleterre. Celui de cette ouvrière qui décrit l'horreur de son passage chez une avorteuse de quartier, sans anesthésie, dans des conditions d'hygiène épouvantables. Celui de ce médecin qui avoue, les larmes aux yeux, avoir laissé mourir des femmes parce que la loi lui interdisait d'intervenir. Mais le plus révoltant, ce sont les lettres anonymes qu'elle reçoit. Des femmes de tous âges, de tous milieux, qui racontent leur calvaire dans le secret de l'anonymat.
Une bourgeoise de Neuilly qui confesse avoir avorté 3 fois en Suisse, tout en militant publiquement contre le droit à l'avortement dans son association paroissiale. Une paysanne du Massif central qui a failli mourir après avoir bu de l'eau de Javel pour tenter de mettre fin à sa grossesse. Une étudiante brillante qui a dû abandonner ses études après une hémorragie consécutive à un avortement raté. La géographie de cette clandestinité dessine une carte de l'injustice sociale. Dans les beaux quartiers de Paris, des médecins pratiquent discrètement des interventions à prix d'or dans des conditions correctes. Dans les banlieues ouvrières et les campagnes, c'est le règne des faiseuses d'anges et des méthodes barbares. Le prix varie de quelques centaines à plusieurs milliers de francs. Pour certaines femmes, c'est le prix de la survie. Pour d'autres, c'est le prix de la mort. L'Église catholique, pendant ce temps, maintient sa position inflexible. L'avortement est un meurtre. Point final. Les évêques publient des lettres pastorales appelant les fidèles à la mobilisation. Des prêtres organisent des veillées de prière pour les âmes des enfants non-nés. Certains vont jusqu'à refuser l'absolution aux femmes qui avouent avoir avorté. Cette intransigeance religieuse pèse lourd dans un pays où le catholicisme reste influent. Face à cette muraille d'opposition, Simone Veil affûte ses arguments. Son projet de loi n'est pas une apologie de l'avortement. C'est une réponse pragmatique à une situation de détresse. Elle ne veut pas encourager les femmes à avorter. Elle veut éviter qu'elles meurent en avortant. La nuance est capitale. Mais sera-t-elle entendue dans le tumulte des passions? Le paradoxe français la frappe de plein fouet. Ce pays qui se targue d'être celui des droits de l'homme laisse mourir ses femmes dans l'ombre. Cette république qui prône l'égalité maintient un système où seuls les riches peuvent avorter en sécurité. Cette nation qui célèbre la liberté emprisonne les femmes dans des grossesses non désirées ou les condamne à risquer leur vie. Dans son bureau, tard dans la nuit, Simone Veil peaufine son argumentaire. Elle sait que les chiffres ne suffiront pas. Il faudra toucher les cœurs autant que les esprits. Parler de dignité humaine, de justice sociale, de santé publique. Transformer ce débat passionnel en discussion rationnelle. Mission impossible? Peut-être. Mais elle a appris à Auschwitz que l'impossible n'est qu'un mot que les lâches utilisent pour justifier leur inaction. Elle pense à toutes ces femmes anonymes qui comptent sur elle, ces ombres silencieuses, qui subissent dans la honte et la peur ce que la société refuse de regarder en face. Pour elle, elle est prête à affronter la tempête qui s'annonce. Car au fond, ce combat pour le droit des femmes à disposer de leur corps fait écho à son propre combat pour survivre, quand d'autres avaient décidé qu'elles devaient mourir. C'est le même principe fondamental qui est en jeu, le droit de chaque être humain à décider de son destin. Le matin du 26 novembre 1974, Simone Veil traverse les couloirs du Palais Bourbon avec l'impression de marcher vers son exécution. Les journalistes s'agglutinent devant l'entrée de l'Assemblée nationale. Les manifestants brandissent déjà leurs pancartes. D'un côté, des femmes réclament le droit de choisir. De l'autre, des catholiques intégristes agitent des crucifix et des photos de fœtus. La police a dû ériger des barrières pour séparer les deux camps. L'atmosphère est électrique. Dans l'hémicycle, les 490 députés sont déjà installés. Le brouhaha est assourdissant. Simone Veil monte à la tribune. Le silence se fait progressivement. Elle commence son discours d'une voix claire et posée. Les premières phrases sont accueillies dans un calme relatif. Elle expose les faits, les chiffres, la réalité médicale et sociale. Mais dès qu'elle prononce les mots « interruption volontaire de grossesse », l'enfer se déchaîne. Un député de la majorité se lève et hurle qu'elle est en train d'organiser un génocide. Le mot la frappe comme une gifle.
Génocide. Elle, survivante d'Auschwitz, accusée de génocide. La perversité de l'accusation lui coupe le souffle une fraction de seconde. Mais elle continue, imperturbable en apparence, même si ses mains tremblent légèrement sur le pupitre. Les heures qui suivent dépassent en violence verbale tout ce que l'Assemblée a connu depuis la Libération. Le député Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, compare explicitement la loi à l'extermination des handicapés par les nazis. Un autre député brandit des bocaux contenant des fœtus conservés dans le formol. Les images font vomir certains parlementaires. Un troisième lit des passages de la Bible, prophétisant la damnation éternelle pour les infanticides. Michel Debré, ancien Premier ministre du général de Gaulle, monte à la tribune pour un réquisitoire d'une violence inouïe. Il parle de décadence morale, de destruction de la civilisation chrétienne, de complot contre la natalité française. Il termine en regardant Simone Veil droit dans les yeux et en déclarant qu'elle restera dans l'histoire comme la fossoyeuse de la France. Les attaques personnelles pleuvent. On évoque sa judéité. Certains sous-entendent qu'elle veut se venger de la France catholique. D'autres murmurent dans les couloirs que son passage dans les camps l'a rendue insensible à la valeur de la vie humaine. Un tract anonyme circule, avec son numéro de déporté et la mention « de victime à bourreau ». La nuit tombe sur Paris, mais les débats continuent. Simone Veil reste à la tribune, répondant à chaque question, réfutant chaque argument. Sa voix se casse parfois de fatigue, mais elle ne cède pas un pouce de terrain. Quand un député l'accuse de vouloir créer des usines à avortement, elle répond avec des chiffres précis sur les conditions strictes prévues par la loi. Quand un autre évoque le traumatisme psychologique des femmes qui avortent, elle rappelle le traumatisme bien pire de celles qui meurent d'avortements clandestins. Le deuxième jour est pire encore. Les opposants ont eu le temps de s'organiser. Ils arrivent avec des dossiers, des témoignages de médecins opposés à l'avortement, des pétitions signées par des milliers de fidèles. Un député lit pendant 1 heure entière des lettres de femmes regrettant leur avortement. Un autre projette un film montrant le développement du fœtus semaine par semaine, insistant lourdement sur le moment où le cœur commence à battre. Dans les tribunes du public, les spectateurs s'invectivent. Une femme s'évanouit. Des prières sont récitées à haute voix. Les huissiers doivent intervenir plusieurs fois pour éviter des bagarres. Dehors, les manifestations prennent de l'ampleur. Des milliers de personnes défilent dans les rues de Paris. Les slogans se font de plus en plus violents. Veil assassin, non au massacre des innocents, mais aussi notre corps nous appartient. Combien de mortes encore? Au ministère de la Santé, les collaborateurs de Simone Veil reçoivent des appels de menaces toute la journée. Sa secrétaire découvre une poupée de bébé décapitée dans une boîte envoyée par la poste. Son mari Antoine reçoit une lettre lui promettant qu'il paiera pour les crimes de sa femme. Leurs fils sont suivis dans la rue par des inconnus qui les insultent. Le soir du deuxième jour, Jacques Chirac, le Premier ministre, convoque Simone Veil dans son bureau. Il est livide. Les députés de la majorité menacent de faire sécession. Certains parlent de renverser le gouvernement. Ils lui suggèrent, à mots couverts, de retirer le projet, de trouver un compromis, de reporter le vote. Simone Veil refuse catégoriquement. Si elle recule maintenant, des femmes continueront de mourir. Elle préfère tomber debout que vivre à genoux. La troisième journée de débat commence dans une atmosphère d'apocalypse. Les députés sont épuisés, les nerfs sont à vif, les échanges deviennent de plus en plus personnels, de plus en plus blessants. Un député de l'opposition communiste, contre toute attente, prend la défense de Simone Veil, déclarant que les attaques personnelles déshonorent l'Assemblée. Il est hué par sa propre famille politique traditionnellement opposée à l'avortement. René Pleven, député centriste et ancien résistant, monte à la tribune pour un discours qui restera dans les annales. Il rappelle qu'il a connu Simone Veil après la guerre.
qu'il sait d'où elle vient, ce qu'elle a enduré. Il déclare que comparer une survivante des camps à un nazi est une ignominie qui salit tous ceux qui la profèrent. Sa voix tremble d'indignation. Pour la première fois depuis 3 jours, l'hémicycle fait silence. Simone Veil reprend la parole pour sa dernière intervention avant le vote. Elle est épuisée. Ses yeux sont cernés. Sa voix est rauque. Mais elle trouve encore la force de prononcer ces mots qui marqueront l'histoire. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Elle descend de la tribune sous un silence de mort. La majorité gouvernementale est divisée, l'opposition est partagée, tout peut encore basculer. Ces 3 jours et 3 nuits ont été l'épreuve politique la plus violente de la Ve République. Mais pour Simone Veil, qui a connu d'autres enfers, c'était un combat nécessaire. Un combat pour que plus jamais des femmes ne meurent dans l'ombre et la honte. La nuit du 28 novembre 1974 tombe sur Paris comme un linceul. Dans son bureau du ministère de la Santé, Simone Veil est seule, face à l'abîme. Les lampadaires de la rue projettent des ombres dansantes sur les murs. Sur son bureau, les derniers comptages donnent le vertige. Les députés de sa propre majorité sont divisés en 3 camps irréconciliables. Un tiers votera pour, un tiers contre, un tiers s'abstiendra. Sans la pointe de l'opposition de gauche, le projet est mort. Le téléphone sonne. C'est Jacques Chirac. Sa voix est glaciale. Il l'informe que plusieurs ministres menacent de démissionner si la loi passe, que des députés gaullistes préparent une motion de censure, que le président Giscard d'Estaing lui-même commence à prendre ses distances. Le message est clair. Elle est seule. Politiquement radioactive. Si elle échoue demain, sa carrière est finie. Si elle réussit, elle aura fracturé la majorité présidentielle. Après avoir raccroché, Simone Veil reste immobile dans la pénombre. La fatigue l'écrase. 3 jours sans presque dormir. 3 jours sous les insultes et les crachats. Son assistante a compté. Elle a répondu à plus de 300 questions, subi plus de 100 interruptions hostiles, encaissé des dizaines d'attaques personnelles d'une violence inouïe. Son corps entier est douloureux, comme si elle avait été physiquement battue. Sur son bureau, une pile de lettres attend. Elle en ouvre une au hasard. Une photo tombe. C'est une croix gammée dessinée au feutre rouge, avec son visage collé au centre et la mention « Hitler a raté son travail ». Ses mains tremblent. Pas de peur, mais de rage. Comment ose-t-il ? Comment ces hommes qui n'ont jamais connu que le confort de leur fauteuil en cuir osent-ils utiliser Auschwitz contre elle ? Elle pense à abandonner. Pour la première fois depuis le début de cette bataille, l'idée de la capitulation s'insinue dans son esprit. Ce serait si simple. Un communiqué de presse, quelques mots pour dire que le pays n'est pas prêt, que le consensus n'existe pas, qu'il faut plus de temps. Personne ne lui en voudrait. Beaucoup seraient même soulagés. Elle pourrait retourner à la magistrature, retrouver une vie normale, protéger sa famille de cette haine déversée sur eux. Mais alors, elle pense à cette lettre reçue la veille. Une femme de Lille qui raconte comment sa sœur est morte d'une hémorragie après un avortement clandestin. Comment elle a agonisé pendant des heures, n'osant pas appeler les secours de peur d'être arrêtée. Comment elle a laissé 3 enfants orphelins. Cette femme termine sa lettre par ces mots. « Madame la ministre, vous êtes notre dernier espoir. » Notre dernier espoir. Ces mots résonnent dans le silence du bureau. Combien de femmes comptent sur elle en ce moment précis? Combien prient pour qu'elle tienne bon? Combien mourront l'année prochaine si elle échoue? Les statistiques défilent dans sa tête.
300 à 400 morts par an, des milliers de mutilés, des centaines de milliers de femmes risquant leur vie dans la clandestinité. Elle se lève et marche jusqu'à la fenêtre. Paris scintille dans la nuit. Quelque part dans cette ville, en ce moment même, une femme désespérée cherche peut-être l'adresse d'une faiseuse d'anges. Une étudiante compte ses maigres économies pour partir en Angleterre. Une mère de famille nombreuse envisage de boire de l'eau de Javel. Toutes ces femmes invisibles dont personne ne parle, dont personne ne veut parler. Le téléphone sonne à nouveau. Cette fois, c'est François Mitterrand, le leader de l'opposition socialiste. Contre toute attente, il lui annonce que son groupe votera massivement pour la loi. Non pas par calcul politique, précise-t-il, mais par conviction. Il a été impressionné par son courage face aux attaques. Il salue sa dignité. Il termine en disant « Madame, vous incarnez ce soir l'honneur de la République ». D'autres appels suivent. Des députés centristes qui annoncent qu'ils voteront pour. Des communistes qui confirment leur soutien malgré les réticences de leur base. Même quelques gaullistes modérés qui promettent de ne pas voter contre. Le vent est-il en train de tourner? Ou est-ce le chant du cygne avant la défaite? Antoine, son mari, arrive vers minuit. Il la trouve effondrée dans son fauteuil, les yeux perdus dans le vague. Il ne dit rien. Il la prend simplement dans ses bras. Elle se met à pleurer. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, elle craque. Les larmes coulent, intarissables. Larmes de fatigue, de rage, de désespoir. Mais aussi peut-être larmes de détermination. Car en pleurant, elle comprend qu'elle ne peut pas abandonner, pas maintenant, pas si près du but. Elle passe le reste de la nuit à relire son discours de clôture pour le lendemain. Chaque mot doit porter, chaque phrase doit convaincre. Elle barre, réécrit, affine. Elle cherche les arguments qui pourraient faire basculer les derniers indécis. Non pas les arguments techniques qu'elle a déjà épuisés, mais les arguments humains. L'appel à la conscience, à la compassion, à cette part d'humanité qui sommeille même chez ses pires détracteurs. L'aube se lève sur Paris. Dans quelques heures, l'Assemblée nationale votera. Les jeux semblent faits, mais rien n'est certain. Les tractations de dernière minute continuent, les pressions s'intensifient. Dans les couloirs du Palais Bourbon, les marchandages vont bon train. Certains députés négocient leur vote contre des promesses de postes ou de subventions pour leur circonscription. Simone Veil arrive à l'Assemblée à 8 h du matin. Elle traverse la cour d'honneur sous les flashs des photographes. Son visage est marqué par l'épuisement, mais son regard reste déterminé. Dans sa main, elle serre le texte de son dernier discours. Ces mots qu'elle s'apprête à prononcer seront peut-être les derniers de sa carrière politique. Mais il pourrait aussi changer le destin de millions de femmes. Le moment de vérité approche. Dans les tribunes, les spectateurs retiennent leur souffle. Dans les rues, les manifestants des deux camps attendent le verdict. Dans son bureau de l'Élysée, Giscard d'Estaing suit les débats à la télévision, calculant déjà les conséquences politiques d'un échec ou d'une victoire. Et dans l'hémicycle, 490 députés s'apprêtent à écrire l'histoire. Le 29 novembre 1974, à 9 h du matin, l'hémicycle de l'Assemblée nationale est plein à craquer. Les députés ont les traits tirés après 3 jours de débats houleux. Dans les tribunes, journalistes et observateurs scrutent chaque visage, tentant de deviner l'issue du vote. L'atmosphère est celle des grands moments historiques, quand chacun sent que ce qui va se jouer dans les prochaines heures marquera les décennies à venir. Simone Veil monte une dernière fois à la tribune. Le silence se fait instantanément. Même ses opposants les plus acharnés reconnaissent le courage de cette femme qui n'a pas plié sous leurs assauts. Elle commence à parler, d'une voix éraillée par la fatigue, mais portée par une conviction inébranlable. Elle ne lit pas, elle regarde l'Assemblée droit dans les yeux et parle avec son cœur. Elle ne revient pas sur les arguments techniques, tout a été dit. Au lieu de cela, elle raconte. Elle raconte ces femmes qu'elle a rencontrées dans les hôpitaux. Sans donner de nom, elle évoque leurs histoires.
la jeune fille violée qui a tenté de se suicider plutôt que de porter l'enfant de son agresseur, la mère de 4 enfants dont le mari alcoolique la battait et qui ne pouvait pas en élever un 5e, l'étudiante brillante qui aurait dû renoncer à ses études et à tous ses rêves. Sa voix se brise légèrement quand elle évoque une femme de 40 ans, mère de 6 enfants, morte d'une septicémie après être passée chez une faiseuse d'anges. Et là qu'elle avait laissé une lettre expliquant qu'elle ne pouvait pas nourrir une bouche de plus, que son mari était au chômage, qu'elle avait fait ce choix par amour pour les enfants qu'elle avait déjà. Cette femme était morte de pauvreté autant que d'un avortement mal fait. Un député tente de l'interrompre. D'un geste de la main, elle lui impose le silence. Non, elle n'a pas fini. Elle doit dire ce qui doit être dit. Elle évoque alors les médecins qui la soutiennent, ceux qui, dans l'ombre, violent déjà la loi pour sauver des vies, ceux qui risquent leur carrière pour aider des femmes désespérées. Elle cite un professeur de médecine respecté qui lui a confié avoir pratiqué plus de 1000 avortements clandestins en 20 ans, par compassion, par humanité. Puis vient le moment où elle prononce les mots qui resteront gravés dans l'histoire. Elle regarde les rangs de la droite conservatrice et déclare « Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. » Cette phrase simple produit un effet extraordinaire. Dans les tribunes, des femmes se mettent à applaudir. Les huissiers tentent de rétablir le silence, mais l'émotion est palpable. Même certains députés masculins semblent ébranlés. Car dans ces mots, il y a une vérité universelle que tous les arguments théologiques ou idéologiques ne peuvent effacer. Simone Veil continue, évoquant maintenant l'hypocrisie de la situation actuelle. Elle rappelle que parmi les députés qui la combattent avec le plus d'acharnement, certains ont accompagné leur maîtresse, leur fille ou leur épouse dans des cliniques londoniennes. Elle ne cite pas de nom, mais plusieurs visages blêmissent dans l'hémicycle. La vérité, nue et crue, éclate au grand jour. Un député de l'opposition communiste se lève alors et, contre toute attente, prend la parole pour la soutenir. Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste, déclare que son groupe votera massivement pour la loi. Non pas par sympathie pour le gouvernement, précise-t-il, mais parce que c'est une question de justice sociale. Les femmes riches continueront toujours à avorter en sécurité. Ce sont les pauvres qui meurent. L'intervention de Marchais crée une onde de choc. Si les communistes votent pour, si une partie des socialistes fait de même, alors la loi a une chance de passer malgré la défection d'une partie de la majorité. Dans les rangs gaullistes, c'est la panique. Certains députés quittent l'hémicycle, refusant de participer au vote. D'autres changent de position à la dernière minute. Alexandre Sanguinetti, député gaulliste corse, monte à la tribune pour une dernière charge. Il brandit une Bible et lit le commandement « Tu ne tueras point ». Mais sa voix manque de conviction. Il semble fatigué, usé par 3 jours de combat. Quand il redescend, peu l'applaudissent. La dynamique a changé. L'acharnement contre Simone Veil commence à se retourner contre ses auteurs. C'est alors que Robert Boulin, ministre gaulliste respecté, prend la parole. Dans un silence de cathédrale, il déclare qu'il votera pour la loi. Non pas par conviction personnelle, dit-il, mais par respect pour le courage de Simone Veil. Il a été témoin de son calvaire pendant 3 jours. Il a vu comment elle a été traitée. Et il ne peut pas, en conscience, s'associer à ceux qui l'ont comparée aux nazis alors qu'elle porte sur son bras la marque d'Auschwitz. Cette intervention bouleverse l'équilibre. D'autres députés modérés annoncent qu'ils suivront Boulin. Le président de séance annonce que le moment du vote est arrivé. Un à un, les députés se lèvent pour voter. L'urne circule. Certains votent la tête haute, d'autres en baissant les yeux. Chacun sait que ce vote le poursuivra toute sa vie. Simone Veil reste à la tribune, immobile, le visage impassible. Mais à l'intérieur, son cœur bat à tout rompre.
tout se joue maintenant. 3 jours d'enfer pour ces quelques minutes. Le destin de millions de femmes entre les mains de 490 hommes, ou presque. L'ironie de la situation ne lui échappe pas. Le dépouillement commence. Les scrutateurs comptent les bulletins sous le regard anxieux de l'Assemblée. Dans les tribunes, certains prient. D'autres retiennent leur souffle. Simone Veil ferme les yeux un instant. Elle pense à sa mère, morte à Bergen-Belsen. Que penserait-elle de sa fille, debout dans ce temple de la République française, en train de changer l'histoire? Le matin du 17 juillet 1979, Simone Veil entre dans l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Les 410 députés se lèvent pour l'applaudir. Elle vient d'être élue première présidente du Parlement européen élue au suffrage universel direct. Le symbole est puissant au point d'en être vertigineux. Une femme, juive, survivante des camps nazis, va présider l'Assemblée créée pour réconcilier les peuples d'Europe. L'histoire a de ces ironies qui ressemblent à une revanche du destin. 5 ans se sont écoulés depuis la bataille de l'avortement. La loi Veil, comme on l'appelle désormais, est entrée dans les mœurs. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus aucune femme ne meurt d'avortement clandestin en France. Simone aurait pu se contenter de cette victoire, savourer son statut d'icône féministe. Mais ce n'est pas dans sa nature. Après avoir quitté le gouvernement français, elle cherchait un nouveau combat à la mesure de ses convictions. L'Europe est ce combat. Pour elle qui a vu le continent se déchirer dans la haine raciale, qui a vécu l'apogée du nationalisme meurtrier, la construction européenne n'est pas un projet politique abstrait. C'est une nécessité vitale. Un rempart contre le retour de la barbarie. Quand on lui propose de conduire la liste centriste aux premières élections européennes, elle accepte sans hésiter. La campagne électorale de 1979 est un nouveau baptême du feu. Les opposants à l'Europe l'attaquent avec une violence qui rappelle les heures sombres du débat sur l'avortement. Les gaullistes orthodoxes l'accusent de brader la souveraineté française. Les communistes la traitent de suppôt du grand capital. L'extrême droite, elle, ne se gêne pas pour ressortir les vieilles antiennes antisémites. Mais Simone Veil a appris à transformer les attaques en force. Dans chaque meeting, elle raconte son histoire. Comment, adolescente, elle a vu l'Europe s'entre-déchirer. Comment les nationalismes exacerbés ont conduit au massacre de millions d'innocents. Comment la seule garantie contre le retour de cette folie, c'est de tisser entre les peuples des liens si étroits que la guerre deviendra impossible. Elle parcourt la France portant ce message d'espoir né des cendres de la catastrophe. À Lyon, devant des ouvriers sceptiques, elle explique que l'Europe sociale qu'elle défend protégera mieux les travailleurs que les égoïsmes nationaux. À Bordeaux, face à des agriculteurs inquiets, elle promet que l'Europe sera celle des terroirs autant que celle des marchés. À Lille, dans une région marquée par 2 invasions allemandes, elle plaide pour la réconciliation définitive. Le soir des élections, sa liste arrive en tête. Le message est clair. Les Français sont prêts pour l'Europe. Quelques semaines plus tard, à Strasbourg, les députés européens doivent élire leur président. Les tractations vont bon train. Les socialistes allemands ont leur candidat. Les conservateurs britanniques aussi. Mais le nom de Simone Veil s'impose progressivement comme celui du consensus. Le jour du vote, elle prononce devant l'Assemblée un discours qui restera dans les annales. Elle évoque les ruines de 1945, les millions de morts, les villes détruites. Puis, elle parle de la Renaissance, du miracle de la réconciliation franco-allemande, de ses anciens ennemis qui siègent maintenant côte à côte. Elle termine par ces mots. « Je suis la preuve vivante que l'Europe peut surmonter ses démons. Mon numéro de déporté et ma présence ici aujourd'hui racontent la même histoire, celle de la victoire de l'espoir sur la haine. » Elle est élue au premier tour avec une majorité écrasante. Les députés allemands sont les premiers à se lever pour l'applaudir. Certains
ont les larmes aux yeux, car ils savent ce que représente ce moment. Une page de l'histoire se tourne. L'Europe de la réconciliation l'emporte symboliquement sur celle de la division. Pendant 2 ans et demi, Simone Veil préside le Parlement européen avec une autorité naturelle qui force le respect. Elle transforme cette assemblée, alors peu considérée, en véritable forum démocratique. Elle voyage dans toutes les capitales européennes, plaidant pour plus d'intégration, plus de solidarité. À Bonn, elle s'adresse au Bundestag, en allemand, langue qu'elle a apprise dans les camps. Le silence est total quand elle évoque Auschwitz, puis l'espoir européen. Mais c'est sa visite en Pologne, en 1980, qui marque les esprits. Elle se rend à Auschwitz, première présidente d'une institution européenne à le faire officiellement. Devant le portail avec son inscription cynique « Arbeit macht frei », elle reste longuement silencieuse. Les journalistes présents racontent que son visage était de marbre, mais que ses yeux brillaient de larmes contenues. Dans le livre d'or du musée, elle écrit simplement « Que l'Europe soit le tombeau de la haine et le berceau de la fraternité. » Signé numéro 78 651, devenue présidente du Parlement européen. Le message est limpide. De victime, elle est devenue bâtisseuse. De témoin du pire, elle est devenue architecte du meilleur. Son mandat à la tête du Parlement européen est marqué par des avancées concrètes. Elle obtient que l'Assemblée ait son mot à dire sur le budget communautaire. Elle pousse pour l'élargissement de l'Europe aux démocraties méditerranéennes. Elle défend l'idée d'une citoyenneté européenne qui transcenderait les nationalités sans les effacer. Mais au-delà des réalisations institutionnelles, c'est le symbole qu'elle incarne qui marque les consciences. Cette femme, qui aurait eu toutes les raisons de haïr l'Allemagne, devient l'artisane de la réconciliation. Cette survivante, qui pourrait se replier sur sa douleur, choisit de construire l'avenir. Cette victime qui refuse le statut de victime et préfère celui de combattante de la paix. Quand son mandat s'achève, en janvier 1982, elle quitte Strasbourg avec le sentiment du devoir accompli. L'Europe n'est plus seulement un marché commun, elle est devenue aussi une communauté de valeurs. Et au cœur de ces valeurs, il y a ce qu'elle a toujours défendu, la dignité humaine, inviolable et sacrée. Le 20 novembre 2008, sous la coupole de l'Institut de France, Simone Veil prononce son discours de réception à l'Académie française. À 81 ans, elle devient la 6e femme à revêtir l'habit vert des immortels. Dans la salle, ministres, intellectuels et survivants de la Shoah retiennent leur souffle quand elle évoque, pour la première fois publiquement avec tant de détails, son passage à Auschwitz. L'épée d'académicienne qu'on lui remet porte gravé son numéro de déporté et la devise de la République. Les deux France, celle qui a collaboré et celle qui résiste encore aux injustices, se réconcilient symboliquement en sa personne. Les années ont passé depuis ces combats politiques, mais Simone Veil n'a jamais cessé d'être cette vigie morale que la France consulte dans les moments de doute. Quand les banlieues s'embrasent en 2005, on l'interroge. Quand le débat sur l'identité nationale déchire le pays, on sollicite son avis. Quand l'antisémitisme ressurgit, elle monte au créneau. Sa voix porte d'autant plus qu'elle parle peu, choisissant ses interventions avec soin. La loi qui porte son nom a maintenant plus de 30 ans. Une génération entière de femmes a grandi avec ce droit qu'elle a arraché dans la douleur. Les statistiques sont éloquentes. La France a l'un des taux de mortalité maternelle les plus bas au monde. Les avortements clandestins ont totalement disparu. Ce qui semblait révolutionnaire en 1975 est devenu une évidence que seuls quelques extrémistes remettent en cause. Mais Simone Veil observe avec inquiétude les remises en question qui surgissent ailleurs. En Pologne, son pays de déportation, l'avortement est pratiquement interdit. Aux États-Unis, le droit conquis de haute lutte est grignoté, État par État. En Espagne, en Italie,
des mouvements conservateurs tentent de revenir en arrière. Elle qui croyait le combat gagné découvre que les droits des femmes ne sont jamais définitivement acquis. C'est pourquoi, malgré son âge, elle continue de témoigner. Dans les lycées, devant des adolescents qui n'ont pas connu la guerre, elle raconte Auschwitz. Non pas pour cultiver la haine, mais pour vacciner contre l'intolérance. Dans les universités, elle explique aux étudiantes en médecine l'importance de l'éthique. Dans les forums internationaux, elle plaide pour que l'Europe n'oublie pas pourquoi elle a été construite. Son dernier grand combat public concerne la mémoire. Elle préside la Fondation pour la mémoire de la Shoah, veillant à ce que les témoignages soient recueillis avant qu'il ne soit trop tard. Elle se bat pour que l'enseignement de la Shoah reste obligatoire dans les écoles, malgré les pressions de ceux qui trouvent qu'on en parle trop. Pour elle, ce souvenir n'est pas ressasser le passé, c'est armer les consciences pour l'avenir. Le 30 juin 2017, Simone Veil s'éteint dans son sommeil, à l'âge de 89 ans. La France entière est en deuil. Les hommages affluent du monde entier. Des femmes qu'elles ne connaissaient pas pleurent comme si elles avaient perdu une mère. Des adversaires politiques d'hier saluent son courage. Même ceux qui l'avaient combattu reconnaissent sa grandeur. Le président Emmanuel Macron annonce immédiatement qu'elle reposera au Panthéon, ce temple républicain où dorment les grands hommes et les grandes femmes de la nation. Un an plus tard, le 1er juillet 2018, son cercueil et celui de son époux Antoine remontent la rue Soufflot sous les applaudissements de milliers de personnes. Sur le parcours, des femmes brandissent des pancartes « Merci Simone ». Des survivants de la Shoah sont venus, malgré leur grand âge, lui rendre un dernier hommage. Dans la crypte du Panthéon, elle repose désormais non loin de Jean Moulin, résistant mort sous la torture, et de Jean Jaurès, apôtre de la paix assassiné. La boucle est bouclée. La jeune fille juive de Nice, promise à l'extermination par les nazis, est devenue l'une des figures tutélaires de la République française. Son parcours raconte une histoire plus grande qu'elle, celle de la résilience humaine, de la victoire de la vie sur la mort, du triomphe de la dignité sur la barbarie. Mais son héritage va bien au-delà des symboles. La loi Veil reste le socle du droit des femmes à disposer de leur corps en France. Des milliers de femmes lui doivent la vie, au sens le plus littéral du terme. L'Europe qu'elle a contribué à construire, malgré ses crises, demeure ce miracle historique. 75 ans de paix sur un continent qui s'était déchiré pendant des siècles. Pourtant, en 2024, son combat reste d'une actualité brûlante. Dans plusieurs pays européens, le droit à l'avortement est remis en cause. Des mouvements nationalistes ressurgissent, portant les mêmes discours de haine qu'elle avait combattus. L'antisémitisme renaît sous de nouveaux masques. Les réfugiés qui fuient les guerres se heurtent au même mur d'indifférence que les Juifs des années 30. La question qui se pose alors est celle-ci. Faut-il avoir traversé l'enfer comme Simone Veil pour trouver la force de se battre contre l'injustice? Faut-il avoir vu l'humanité toucher le fond de l'abîme pour comprendre l'importance de la défendre? Où pouvons-nous, nous qui n'avons pas connu ces épreuves ultimes, puiser dans son exemple la force de poursuivre ses combats? La réponse, Simone Veil l'a donnée elle-même dans l'un de ses derniers entretiens. Elle disait que chaque génération doit conquérir à nouveau ses libertés, que rien n'est jamais acquis, que la vigilance est le prix de la civilisation. Elle ajoutait que son expérience extrême lui avait donné une boussole morale infaillible, mais que chacun peut construire la sienne en écoutant sa conscience et en refusant l'indifférence. Son message ultime tient en quelques mots qu'elle répétait souvent. L'indifférence est la pire des attitudes. C'est l'indifférence qui a permis la Shoah. C'est l'indifférence qui laisse mourir des femmes dans la clandestinité. C'est l'indifférence qui permet à la haine de prospérer. Face à l'injustice, nous dit-elle depuis sa tombe du Panthéon,
Le silence n'est pas une option. L'engagement est un devoir. Simone Veil n'est plus là pour mener les combats d'aujourd'hui. Mais elle nous a légué bien plus que des lois et des institutions. Elle nous a montré qu'une personne seule, armée de ses convictions, peut tenir tête à la meute, qu'on peut transformer sa souffrance en force de changement, qu'il n'y a pas de fatalité à l'injustice si des femmes et des hommes de courage se lèvent pour la combattre. Cette leçon, gravée dans le marbre du Panthéon et dans la chair de l'histoire, est peut-être son héritage le plus précieux. À nous maintenant de nous en montrer dignes.